Bonjour Simon. Bonjour Zéline. Merci de participer à cette interview aujourd'hui. Avec Moi, je me grand plaisir. présente rapidement. Donc, je suis Roselyne Doré, je suis l'illustratrice du livre Pas d'étiquette, s'il vous plaît. Et donc, vous êtes proposé de te présenter également. Ok, ben voilà, je suis psychologue. Oui, Je travaille avec les enfants. Disons, ma prédilection, c'est avec les enfants. Quoique, disons 60-65% de mes consultations avec les enfants. J'ai plutôt une direction plutôt de comportemental, thérapie comportementale, du coaching. J'ai j'ai choisi cette direction-là pour pas avoir l'étiquette, comme on dit, de oui, psychothérapeute. Je veux pas avoir l'étiquette de thérapie parce que thérapie, ça fait psychologie clinique, ça veut dire hôpital, ça veut dire euh, trouble cognitif ou bien en tout cas handicap quelque part. Je veux pas cette étiquette-là. Je préfère qu'on me voit comme un coach euh, qui identifie les ressources chez les enfants et les peurs d'accord. plutôt qu'on identifie le problème qui est en rapport avec une thérapie, donc une maladie. Je ne veux pas cette étiquette-là. D'accord. Tu as déjà utilisé le mot Ouais. fatidique, le mot étiquette. Ah, c'est- Est-ce que tu pourrais définir pour toi ce que ça représente une étiquette? L'étiquette, j'essaie de passer en revue mes études il y a très longtemps, plus l'expérience. Alors les études, ça fait quelque temps, donc je me souviens un peu exactement, mais il y a quand même des mots-clés qui pour moi me touchent. L'étiquette, c'est en rapport avec l'appartenance. C'est-à-dire que on met les étiquettes pour être rassuré, pour, euh, pour appartenir à quelque chose. Il y a toujours cette notion de l'importance d'existence chez l'être. Tu connais peut-être sans doute la pyramide de Maslow. Donc cette pyramide de Maslow, où d'abord, ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vivre, eh bien c'est les choses, tout ce qui est physiologique, donc les besoins physiologiques. Être sous un toit, manger, etc. Mais ce qui nous permet d'évoluer et de se sentir exister, c'est euh, euh, l'existence, appartenir à un groupe, euh, le regard de l'autre, l'épanouissement personnel. La vie a un sens pour nous, mais donc dans la pyramide, il y a cette appartenance. Et l'appartenance n'est que possible à partir du moment où on arrive à identifier les différences. Donc déjà, intuitivement et instinctivement, on ne peut pas s'empêcher de mettre des étiquettes. Oui. Dans la manière dont tu exprimes là les choses, j'entends le besoin d'appartenance qui est quelque chose de légitime et de entre guillemets positif si on doit connoter ça d'une manière ou d'une autre. Ouais. Hum, et pourtant là dans la manière dont tu te présentais, tu mettais justement une autre connotation aussi à la fonction d'étiquette telle qu'on l'utilise probablement aujourd'hui. Est-ce qu'on en a fait? Oui, oui, mais si j'ai bien compris la question, on a l'étiquette qui d'abord qui nous permet d'identifier les différences pour s'intégrer dans un groupe, Oui. ou simplement une différence qui pourrait être dangereuse pour nous, qu'on pourrait estimer être dangereux pour nous, donc on essaie d'identifier les différences et avec le résultat du rejet des préjugés. Oui. D'ailleurs, donc, on fait des simples expériences, même dans les jeux, regarde, les jeux de télé-réalité ou les jeux télévisés comme koh Mm. euh, qui sont complètement différents, on les met dans les groupes rouges, Mm. hein, et le groupe jaune. Déjà, c'est déjà fait. Donc, l'étiquette est déjà faite, on ne sait pas pourquoi, et déjà, on a déjà des préjugés, des présomptions, on est plus du tout objectif parce que quand on essaie de réunir par exemple des équipes, eh Mm. bien on forme un troisième groupe où il y a des rouges et des jaunes. Ben, inévitablement, les rouges vont se mettre ensemble alors que la troisième équipe est faite parce que simplement les rouges ont été avec les rouges à un moment donné. Il y a un jaune qui se trouve dans le troisième nouveau groupe. Ben, hop, le groupe se fait simplement parce que on a de manière aléatoire mis en place l'étiquette.
vois. Donc il y a un phénomène de rejet, un phénomène d'appartenance. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Moi, j'aimerais, oui, pas forcément, si ce n'est qu'ici, tu pointes plus sur un événement ponctuel, c'est dans le cadre d'un jeu. Et dans le cadre de la relation que tu peux observer, par exemple, pour tes patients, comment Oui. est-ce qu'eux vivent peut-être les marquages. Parce que la question en fait que je me pose en écoutant, c'est comment se passe un marquage d'étiquette, comment est-ce qu'on s'identifie vraiment jusqu'à ce qu'on en devienne quelque part on s'enferme là-dedans, et comment est-ce que tu aides tes patients justement à s'en sortir de ça? Ah, ouais, très, très très bonne question. Ça va être compliqué. Mais pour moi, il y a l'étiquette qui est liée à une action. Par exemple, j'ai eu un client, un ado, qui a été accusé d'harcèlement sexuel, Oui, ok, par donc une camarade de classe qui a été frustrée et qui a voulu peut-être sortir avec lui, il a refusé, et donc elle a annoncé la nouvelle et il a dû prendre sa défense. Ça a été très très long parce qu'il a été rejeté. Et à travers l'action, il a été perçu comme un harceleur potentiel. Bon, finalement, il a gagné le procès. Mais comment est-ce qu'il a vécu ça? C'est-à-dire que d'un élève qui a été qui faisait partie, en tout cas, qui a été accepté dans un groupe, il devait lutter et essayer de trouver des comportements différents pour finalement essayer de s'innocenter alors qu'il n'y avait aucune raison oui, puisqu'il est innocent. Alors tu me poses la question comment est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire? Comment oui, est-ce que je fais pour les aider? Souvent, d'abord, c'est de identifier le problème. Identifier le problème, je dis voilà, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à m'intégrer dans un groupe parce que on me voit comme un harceleur. Déjà, identifier le problème. Deuxièmement, ce que moi j'utilise avec mon expérience personnelle, c'est-à-dire que avec le temps, si on a une régularité dans un comportement, on dilue automatiquement l'étiquetage. On respecte ses valeurs. Si arrives à identifier tu identifies tes valeurs. Tes valeurs, c'est quoi? C'est l'amitié, c'est le respect de l'autre, c'est aller vers les autres, c'est de défendre les opprimés, etc. Et malgré l'étiquetage, tu continues avec régularité, avec force, et il y a un phénomène de temps qui fait qu'à un moment donné, l'étiquetage est dilué à un moment donné. C'est l'expérience que moi j'ai vécue. oui, Ça, c'est au niveau de l'action. Donc, au oui, niveau de l'étiquetage qui est lié à une action. oui, Et après, il y a un étiquetage qui est lié par rapport à une identité. Hein. Ça peut être, par exemple, une identité de couleur, hein, une identité parce que, je prends l'exemple, les gens maghrébins, ils ont l'étiquetage d'être peut-être des enfants de terroristes potentiels. Euh, il y a aussi l'étiquetage qui est lié à un trouble cognitif, les enfants dyslexiques. Et donc, je t'en ai parlé de l'impact de l'étiquetage par rapport aux interactions entre les professeurs, entre les élèves et l'enfant qui est par exemple dyslexique. Donc, on se dit c'est un enfant à problème, il aura des problèmes, et toute l'interaction se fait au niveau du comportement des autres par rapport à lui. Et les conséquences, c'est forcément, inévitablement, c'est ce qu'on trouve chez les enfants dyslexiques, c'est manque de confiance avec des comportements qui sont liés à des manques de confiance, avec des comportements multiples de manque de confiance. Soit on est hautain, soit euh, on prend des distances, soit on est... Et donc, quand on prend des distances, on peut également être perçu comme quelqu'un qui est hautain, mais non, simplement, il essaie de prendre ses distances puisqu'il a peur d'avoir mal. Euh, Comment est-ce que je traite ça? Euh, C'est très très compliqué. Et d'abord, je crois que d'abord, c'est
euh, de, pour moi, quand je travaille avec des enfants, c'est de travailler avec les adultes avant tout. Qu'est-ce qui fait que dans leur réaction, on ne fait qu'intensifier le problème de l'enfant? Mhm. Travail. Et donc, je t'en ai parlé hier de la manière dont il faut travailler avec des personnes adultes, donc des personnes qui, soi-disant, doivent être plus sages pour pouvoir identifier le problème chez l'enfant. Et je t'ai expliqué de l'exemple qu'on avait fait avec Rosenthal avait fait. Tu veux que je t'en parle? Oui, oui, tu peux le redire. Où Rosenthal, donc c'est un chercheur en psy, il y a, je crois qu'une cinquantaine d'années, qui a décidé de faire une expérience avec des groupes d'enfants qui ont un quotient intellectuel euh, un peu en dessous de la normale, 85, 90, et il a réparti les enfants en deux groupes, le groupe de contrôle et le groupe expérimental. Le premier groupe, eh ben, il a été allé voir un professeur, des instituteurs, en disant voilà, j'aimerais que vous preniez en charge ces premiers groupes. C'est des enfants qui ont un quotient intellectuel pas très élevé. Faites du mieux que vous pouvez et on se reverra dans une année pour voir comment ça se passe. Et avec le deuxième groupe expérimental, on a été allé dire aux profs, aux instituteurs, on a affaire à, donc toujours l'étiquetage, à des enfants avec un QI au-dessus de la moyenne, largement certains, mais qui ont certains problèmes de comportement. S'il vous plaît, travaillez avec eux et on verra ce qui se passe l'année prochaine. En fin de l'année, on a fait un test de QI. Le groupe de contrôle eh ben, est resté à 85 et le groupe expérimental est monté de 5 à 10 points. Donc de 85 et au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Parce que le premier groupe, eh bien, les professeurs, l'interaction était différente. L'étiquetage était fait. Bon, tu réponds pas à la question, ben, je m'y attendais. Je ne vais pas aller plus loin. Mm. Donc, on leur donnait moins de travail par rapport à l'étiquetage. Ils sont pas Mm. capables de faire des devoirs trop élaborés. On va pas reformuler la question puisque de toute façon, ils vont pas comprendre. Donc, l'interaction était différente. Le groupe expérimental, c'est tout différent. C'est-à-dire que le prof, l'instit, s'attendait à une réponse. Bon, l'enfant ne répondait pas. Ben, il le voyait, il l'observait avec des yeux d'enfants qui ont un potentiel. Donc, ils essaient de reformuler la phrase, prenaient plus de patience, on leur donnait plus de travail à faire, et plus de feedback. Il y avait toute une interaction différente. Mhm. L'étiquetage, positif comme négatif, peut forcément changer le comportement de l'enfant, surtout la valorisation de l'enfant. Mm. Moi, si je devais travailler avec un gosse, la première chose, dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en amont? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu es perçu par les autres? Mm. Où est le problème? Est-ce que déjà tes parents ont tendance déjà à te visualiser comme un enfant qui n'a pas de ressources par rapport à ses frères et sœurs? Mm. Tu vois. Et donc la dynamique change. Oui. Si je comprends bien, donc pour en revenir à ton, ce que tu nommais au niveau du sentiment d'appartenance, du besoin d'appartenance plutôt, euh, besoin, enfin tout enfant a un besoin d'appartenance, et donc il va spontanément trouver les mots qui pourraient lui permettre de se dire qu'il appartient à une identité, à un groupe, etc. Oui, Et donc, quelque part, toute la difficulté, c'est de la part de l'adulte, c'est de trouver les mots qui vont pas l'enfermer, mais l'encourager à découvrir son propre potentiel, etc. Mais, absolument. Qu'est-ce ouais, que tu veux? On te pose la question, qu'est-ce que tu as envie? J'ai envie d'aller dans ce groupe-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ça évoque le courage, la bravoure, l'assertivité. Oui, d'accord. Et pourquoi tu n'y vas pas? Parce qu'on me voit comme quelqu'un de petit, de faible, d'incapable. hmm. J'aime bien Et ce là, que tu dis, parce que tu viens chercher l'envie, en fait, de l'enfant. Et ouais, du coup, tu viens chercher le désir de, bah, ce que lui veut. Comment est-ce que ouais. lui peut se définir? Et c'est ce que tu exprimais aussi avec l'adolescent, en Mhm. disant, mais voilà, il a dû répéter un comportement, il a dû répéter une envie pour que ça devienne une vérité, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et on trouve souvent ça aussi chez les enfants qui ont vécu euh, le favoritisme chez des enfants, par exemple, dont les parents ont, on est des parents, donc on essaie du mieux qu'on peut.
et ils ont investi autant, ils pensent autant chez l'un que chez l'autre. Malheureusement, il y a eu des favoritismes, enfin, où l'enfant a perçu cela comme du favoritisme, Mm. et il s'identifie comme euh, soit je suis pas assez intelligent, je suis pas comme mon frère ou ma sœur. On m'a toujours perçu comme quelqu'un qui était un peu, qui n'avait pas l'intelligence. Et Mm. donc, dans cet étiquetage, toute la dynamique, tout le comportement et toute cette rage de pouvoir appartenir Mm. est en fonction de, 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 de l'étiquetage qu'on a pu faire ou qu'il a pu ressentir, et Mm. il y a un vrai obstacle pour lui. Est-ce qu'il a Mm. envie de faire partie de ses frères et sœurs Mm. qui sont peut-être valorisés? Il a envie, mais il n'arrive pas parce que il y a la force du modèle parental qui dit tu n'y arriveras pas si. Et, Mm. et, et l'enfant il reste confiné un peu dans l'étiquetage de l'enfant qui n'arrivera pas, alors que au fond de lui, il veut faire partie de ce groupe. Oui. Donc, si je comprends bien la manière dont tu travailles, c'est tu vas voir les comportements de l'enfant, donc les réactions qui sont pas ajustées, etc. Et à partir de là, tu remontes pour aller chercher ce que l'enfant veut, ce que lui voudrait, et ensuite Ouais, tu vois ben le mot qui me vient, c'est les lois intérieures en termes d'étiquettes, c'est-à-dire que les étiquettes qui ont été posées sur lui ont fait force de loi et qui fait que c'est devenu des freins parce qu'il s'est dit si je dépasse cette loi, donc cette étiquette, je vais entre guillemets, il va m'arriver quelque chose, quoi. Je vais plus. euh, Est-ce que c'est juste pas, de dire ça? pas nécessairement. C'est il y a enfin, il y a une envie, mais il y a une sorte de prophétie autoréalisante. Il réalise la prophétie de ses parents. C'est ça. Inconsciemment, j'arriverai pas. Hmm. Oui, mais je n'arriverai pas. Et Hmm. malheureusement, il continue à cette prophétie jusqu'à l'âge adulte. De Hmm. toute façon, ils ont raison. Hmm. Euh, on peut parler d'une forme de loyauté bizarre, Hmm. mais, mais moi, généralement, je leur dis, mais qu'est-ce que tu as envie? Tu Hmm. peux arriver, qu'est-ce que tu as envie? C'est pas l'étiquetage qui devrait t'empêcher. Et Hmm. c'est pas, euh, tu n'as pas besoin de réaliser la prophétie et tu peux être aussi bien fort pour pouvoir confronter tes parents avec cet obstacle. Hmm. Inconsciemment, ils le font pas exprès. Tout à fait. Les parents veulent le bien, mais ils mettent en place sans le faire exprès. Bien De toute sûr. façon, même dans des discussions, on l'entend souvent, des discussions autour d'une table, l'enfant qui veut interpeller les parents ou bien interréagir, dit, attends, Hmm. attends, laisse ton frère parler, il a des choses plus importantes. Soit parce que les parents ne sont pas patients, parce que l'enfant dyslexique, il a du mal à parler, trouver ses mots. On dit, écoute, bon, on n'est pas patient, Hmm. on attend, ton frère a quelque chose à dire, c'est beaucoup plus fluide. Hmm. Ce qui fait l'enfant, ben, bah oui, ce que je Hmm. dis n'est pas important, ils ont peut-être raison, ils se mettent à l'écart, Hmm. c'est triste. Ouais. Et donc, quelque part, la loyauté dont tu parles, cette loyauté inconsciente de la part de l'enfant, répond, et ça fait le lien avec ce que tu disais au début, à ce besoin d'appartenance. C'est Ouais, appartenir à une famille, donc je réponds à ce que que j'intègre de ce que mes parents voient de moi, et donc je réponds à cette ordonnance, entre guillemets. ils doivent avoir raison ou ils ont tort, mais je sais pas comment faire. Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais, pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents quand ils voient comme ça des comportements chez leurs enfants qui sont, voilà, qui sentent qu'ils sont comme décalés voilà, que l'enfant n'est pas bien, en gros, et qu'il a des comportements révélateurs de ce mal-être. Comment est-ce que quel conseil tu te donnerais? Aux parents Oui. Ou à ou l'enfant? à l'enfant, ça dépend de son âge, déjà. On va dire un enfant moins de 12 ans. Je sais pas encore ado, qui est pas encore, voilà. Moi, je dirais, qu'est-ce qui te rend triste dans
dans certaines situations de la famille, qu'est-ce qui te rend triste? Quels sont les événements où tu dis j'aimerais mais je ne peux pas? Hmm. Et je commencerai par ça. Aller chercher l'émotion de l'enfant, en fait. Voilà, ouais. Ah bah ouais. Hmm. Qu'est-ce Et qui pour te les rend parents. colère? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce que tu voudrais mais que tu n'y arrives pas? Explique-moi l'histoire. Et, bah, souvent, c'est très simple, hein. Oui, Ça peut être des discussions dans la voiture, des envies de dire, oui. autour d'une table, ou bien simplement un cadeau. Pourquoi est-ce que ma sœur, elle a des plus gros cadeaux que moi? Ou, Hmm. enfin, bon, ça peut, c'est une infinité de possibilités, mais c'est surtout ce que tu ressens. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui t'énerve? Pourquoi tu es en colère? Explique-moi les situations où tu es en colère. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Pourquoi tu n'y arrives pas? Voilà, donc D'accord. faut s'imaginer, hein, en fait, D'accord. Eh ben, écoute, là, on va clôturer. Mais en tout cas, je voulais te remercier beaucoup pour ton éclairage. Je trouve ça vraiment très intéressant que tu aies nommé en premier ce besoin d'appartenance parce que oui, je trouve que ça éclaire beaucoup l'aspect de cette nécessité en fait de l'être humain de poser des étiquettes sur les choses, les gens, et que ça ne vient pas de nulle part et qu'il y a vraiment un besoin en fait qui est derrière. Et donc voilà, et puisque le lien que tu fais aux émotions pour que chacun puisse en fait raconter sa propre histoire par rapport à la manière dont il vit, les étiquettes qui sont placées sur lui. Et donc, ok, mais je donc suis très très content d'avoir pu contribuer, surtout avec toi. merci Simon.